Bonjour. Durant la séance d'aujourd'hui, nous aborderons les outils nécessaires pour lire et comprendre une nouvelle fantastique. Nous essaierons de répondre à la problématique suivante. Comment cet insipide parvient-il à préparer l'intrigue et à susciter la curiosité du lecteur? Qu'est-ce qu'un insipide? Alors, l'insipide est un mot qui nous vient du latin, qui veut dire « ici commence le livre » ou alors c'est le début de l'œuvre. Et je parle de l'œuvre romanesque, parce qu'au théâtre, on appelle le début d'une œuvre théâtrale la scène d'exposition. Donc ce n'est pas pareil. Quel est le rôle de cet insipide? Alors il faut savoir que l'insipide sert à informer en mettant en place les lieux, les personnages et la temporalité du récit. Il sert aussi à accrocher et séduire le lecteur et rentrer dans l'histoire en présentant un événement important ou une scène secondaire qui va éclairer certains aspects de l'intrigue. Les objectifs assignés à cette séance sont donc repérer dans une nouvelle fantastique le cadre réaliste, à travers les personnages, le mystère à élucider, les explications qui en sont faites, qu'elles soient rationnelles ou surnaturelles. Ensuite, nous allons nous familiariser avec la notion de récit cadre et le distinguer du récit encadré. Et pour terminer, nous allons déterminer la notion d'analepse et de prolepse qui sert l'ordre du récit. Comme je l'ai précisé la séance précédente, l'œuvre choisie a été rédigée par un illustre romancier et novelliste français que vous allez découvrir à travers ce bref aperçu. Alors, qui est Guy de Maupassant? Guy de Maupassant est un écrivain français, il est considéré comme l'un des maîtres de la nouvelle. Il est né le 5 août 1850. Maupassant a publié près de 300 nouvelles, 6 romans, plusieurs contes et des chroniques pour des journaux. Cependant, en 1877, il décide de s'éloigner du milieu littéraire, puis il commence à écrire de moins en moins pour cause de maladie. En effet, des migraines nerveuses et des dépressions le poussent à cesser d'écrire complètement suite à des hallucinations visuelles qui le rendent fou. Il est alors interné dans une clinique et il meurt avant ses 43 ans, le 6 juillet 1893. C'est cet état de démence qui, pour certains, l'a amené à écrire toutes ces nouvelles fantastiques à l'exemple du fameux Orlan. La nouvelle que nous allons étudier, comme je l'avais déjà précisé, est La Main. C'est une nouvelle qui paraît en 1883 dans la revue Le Gaulois du 23 décembre 1883, puis dans le recueil Contes du jour et de la nuit. Je tiens à signaler que cette nouvelle La Main est une réadaptation de La Main décorchée, toujours de Maupassant, qui a été écrite bien auparavant. Voici le premier extrait que nous allons étudier aujourd'hui. Il concerne le début de l'histoire. Nous allons répondre à la problématique posée au départ pour savoir comment cet insipide réaliste de la nouvelle La Main prépare l'intrigue et parvient à susciter la curiosité du lecteur. Pour cela, je vous lis cet extrait. Soyez donc attentifs. Des questions vont suivre et je vous donnerai les réponses attendues qui vont vous permettre de reconnaître les éléments qui installent le cadre réaliste et les outils employés pour susciter la curiosité et annoncer le fantastique. On faisait cercle autour de M. Bermutier, juge d'instruction qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n'y comprenait rien. M. Bermutier, debout, le dos à la cheminée, parlait, assemblait les preuves, discutait les diverses opinions, mais ne concluait pas. Plusieurs femmes s'étaient levées pour s'approcher et demeurer debout, l'œil fixé sur la bouche rasée du magistrat d'où sortaient des paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur curieuse, par l'avide et l'insatiable besoin d'épouvante qui hante leur âme, les torture comme une faim. Une d'elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence. « C'est affreux, cela touche au surnaturel, on ne saura jamais rien. » Le magistrat se tourna vers elle. « Oui, madame, il est probable qu'on ne saura jamais rien. »
Quant au mot surnaturel que vous venez d'employer, il n'a rien à faire ici. Nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystères que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent. Mais j'ai lu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l'abandonner, d'ailleurs, faute de moyens de l'éclaircir. Plusieurs femmes prononcèrent en même temps, si vite que leur voix n'en fit qu'une. « Oh, dites-nous cela !» Monsieur Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d'instruction. Il reprit. N'allez pas croire, au moins, que j'ai pu, même un instant, supposer en cette aventure quelque chose de surhumain. Je ne crois qu'aux causes normales. Mais si, au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot inexplicable, cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l'affaire que je vais vous dire, ce sont surtout les circonstances environnantes, les circonstances préparatoires qui m'ont ému. Enfin, voici les faits. Passons maintenant aux questions. À chaque question que je vais vous poser, je vous proposerai une réponse détaillée. Donc, comment l'auteur procède-t-il pour présenter un cadre et des personnages qui appartiennent à une réalité banale? Les procédés employés, c'est la référence au cadre géographique qui est réel. Effectivement, la scène se passe à Paris et en parlant de cheminée, cela veut dire que ça se passe dans une maison. Ensuite, le narrateur nous parle de la présence de personnages, Monsieur Bermutier et plusieurs femmes qui étaient présentes à cette soirée-là. Il nous donne des indications sur Monsieur Bermutier comme étant un juge d'instruction. De plus, la description des personnages est suggestive étant donné qu'il parle de ces femmes-là en les décrivant plus pâles que les autres, en parlant de l'une d'elles comme étant une femme plus pâle que les autres. Monsieur Bermutier nous apparaît aussi comme quelqu'un de soigné. Il dit l'œil fixé sur la bouche rasée du magistrat. Il est sérieux. Monsieur Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d'instruction. Il est rationnel dans ce qu'il dit, discutez les diverses opinions, mais ne concluez pas. C'est quelqu'un de raisonnable. Au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, il propose le mot inexplicable. C'est quelqu'un de lucide aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne croit qu'aux causes normales, contrairement aux femmes qui sont décrites comme étant des femmes curieuses, peureuses, elles frissonnaient, elles vibraient, crispées par leur peur curieuse, par l'avide et insatiable besoin d'épouvante qui hante leur âme, les torture comme une femme. Le portrait du magistrat, contrairement à celui des femmes, est mélioratif. Il inspire au lecteur une confiance totale, donc on peut croire tout ce qu'il va dire. De plus, le recours au dialogue dans ce passage, oui madame, il est probable, on ne saura jamais rien, entre le juge et les femmes implique une relation sociale établie et donne à l'histoire une certaine vivacité, véracité et réalité. Passons à la deuxième question. Quel est le point de vue adopté? Cela veut dire quelle est la focalisation adoptée pour raconter cette histoire et quels sont les indices qui le montrent. La focalisation adoptée est la focalisation 0. Cela veut dire que le narrateur est omniscient. Pourquoi? Car il nous situe dans un cadre géographique qui est Paris. Il nous présente M. Bermutier, juge d'instruction. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de donner son avis sur une affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Il nous indique qu'il y a des femmes présentes en précisant leurs sentiments d'anxiété, d'angoisse et de curiosité. De plus, nous avons, c'est un narrateur externe. C'est un narrateur externe, ici précisé par le pronom indéfini « on ». Qu'est-ce qui justifie le recours de l'auteur à cette focalisation? Nous avons vu que la focalisation 0 était la focalisation où le narrateur c'est plus que les personnages. En effet,
Cette focalisation permet au narrateur de donner le maximum d'informations sur le cadre spatio-temporel, les personnages, leurs pensées, leurs sentiments. Ce sont des informations utiles pour comprendre ce qui se passe et plonger dans l'histoire en lui donnant une impression de réel. Passons à la question suivante. Quelle est l'explication du crime de Saint-Cloud proposée par les femmes? En effet, les femmes affirment que cette affaire touche au surnaturel. Quel est le vocabulaire qui renvoie au fantastique employé dans cet extrait? Le vocabulaire qui renvoie au fantastique est honte, surnaturel, surhumain, que vous voyez. À travers ce vocabulaire, l'auteur prépare le lecteur à l'intrusion d'un élément surnaturel dans le reste du récit. Deuxième question, qu'en pense le magistrat? Quel vers justifie sa position? En sa qualité de juge qui ne croit qu'aux preuves matérielles, le magistrat est contre cette explication qu'il juge illogique et irrationnelle. Il considère qu'il s'agit uniquement d'un crime fort habilement conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère qu'il est difficile d'expliquer les circonstances impénétrables qui l'entourent. Le verbe qui justifie sa position est le verbe vaudrait. Ici, vous remarquez qu'il est conjugué au conditionnel présent. Et nous savons tous que le conditionnel est le mode de l'incertitude. Que leur révèle-t-il alors? Il leur confia qu'il a eu recours autrefois à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l'abandonner d'ailleurs, faute de moyens de l'éclaircir. Que fait notre narrateur ici? Le narrateur, il fait un retour en arrière. C'est ce que nous appelons l'analepse. Le juge raconte une histoire qu'il a vécue dans le passé. Qui est désigné par le pronom personnel souligné? Nous avons le pronom personnel « je ». Le pronom personnel « je » ici désigne ou renvoie au juge Bermutier. Donc, nous passons d'une focalisation zéro, d'un narrateur omniscient, à une focalisation interne, où nous avons un narrateur personnage qui va utiliser le pronom personnel « je » pour marquer sa présence dans le récit. À quoi nous prépare cette phrase? Enfin, voici les faits. Cette dernière phrase du récit nous prépare à découvrir cette histoire surnaturelle qu'il a vécue et qu'il n'a pas pu éclaircir. Donc, dans cette phrase-là, nous allons nous attendre à ce qu'il y ait une suite de l'histoire. Que fait le narrateur ici? Le narrateur fait une anticipation. C'est ce que nous appelons la prolepse. C'est une projection dans l'avenir de ce qui va se passer plus tard. Alors, je vous propose cette première figure qui schématise les deux notions, l'analepse et la prolepse. Comme je l'avais déjà expliqué, l'analepse consiste à raconter ou évoquer un événement passé. La prolepse, par contre, c'est raconter ou évoquer un événement futur. Quel est l'enjeu de l'analepse? C'est donner des explications au lecteur. Par contre, la prolepse, c'est d'éveiller la curiosité du lecteur, en sachant que voici le moment de l'histoire, le narrateur a le choix de revenir en arrière, comme il peut effectivement éveiller notre curiosité en nous racontant ou en nous projetant dans le futur. Alors, j'ai choisi pour vous cette deuxième image qui nous concrétise la notion de récit cadre, qu'on appelle également récit encadrant, et celle du récit encadré ou alors enchâssé. Le récit encadrant, c'est ce que nous avons vu. Et le récit encadré, c'est l'histoire que va nous raconter M. Bermutier, que nous n'avons pas encore étudié. Ce qui est important dans cette image, ce n'est pas le cadre en lui-même, mais c'est ce qui contient. Et dans l'histoire, dans la nouvelle, c'est pareil. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du récit encadrant qui est l'histoire la plus importante. À la fin de ce cours, faisons le point sur ce que nous avons expliqué. Dans cette première partie, un narrateur omniscient nous plonge dans un univers réel et conforme au monde naturel. Paris, des personnages qui discutent entre eux et qui donnent leur avis sur une affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Ce procédé rassure le lecteur.
L'intrusion du surnaturel dans le monde ordinaire va se faire progressivement. En effet, à partir de l'explication d'un autre crime mystérieux, le juge d'instruction s'apprête à raconter l'une de ses expériences, étranges et jamais élucidées. Ce sont des récits enchâssés, c'est-à-dire on convoque un récit second dans un récit initial. On appelle le premier le récit cadre ou encadrant, et le deuxième, qui est l'histoire la plus importante, le récit encadré, enchâssé ou emboîté. Ainsi s'achève notre deuxième cours. C'était Madame Mourabia du lycée Al-Ben Hamdan. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.